Écoutez, je suis très honoré d'introduire cette conférence de Madame Chantal Jacquet, qui est philosophe, professeure à l'université de Paris 1 Sorbonne et spécialiste de Spinoza, mais plus largement des questions qui tournent autour du corps. Et d'ailleurs, à ce sujet, j'aimerais vous faire une première recommandation bibliographique, puisque nous avons tous en commun, à travers l'intitulé de ce congrès Corps à corps, de nous intéresser à la question du corps. Et à ce titre, je vous recommande vraiment le livre publié par Chantal Jacquet en 2001 au PUF, qui s'intitule, pas plus pas moins, Le corps. Mais Chantal Jacquet a aussi publié un livre qui est, je dirais, au cœur de la problématique de ce congrès et de l'interface entre philosophie et clinique. Ce livre s'intitule « L'unité du corps et de l'esprit, affect, action et passion chez Spinoza », au PUF, cette fois en 2004. Et tu te souviens, Jean-Paul, c'est en évoquant ce livre-là lors d'un CA que j'ai réussi à vous convaincre assez aisément de la pertinence de l'invitation de Chantal Jacquet. Je sais que tu l'as lu, qu'un certain nombre d'entre vous l'ont lu. Et c'est vrai que lire Spinoza, lire Descartes, ce n'est pas toujours simple. Et vous allez le constater avec la conférence de Chantal Jacquet, elle a des qualités didactiques qui nous permettent, à nous, philosophes amateurs, occasionnels, même si certains d'entre vous, je le sais, sont quand même des lecteurs affûtés de philosophie, eh bien, elle nous permet d'aller assez loin dans la complexité des textes, grâce à une exégèse qui, vous allez l'entendre, reste toujours compréhensible. Alors, je voudrais aussi mettre l'accent sur deux publications plus récentes qui sont, alors là pour le coup, toujours autant en rapport avec la problématique du corps, puisque vous allez en convenir, écrire un livre qui s'intitule « Philosophie de l'odorat », c'est en 2010 au PUF, ça nous met vraiment aussi au centre de, nous en parlions avant de démarrer, notre société met puissamment en exergue comme censure chez le petit homme dès sa naissance, et que vraiment s'intéresser à l'odorat, probablement, c'est déjà un acte de résistance, un acte de militance, tant on sait qu'à la fois, les bébologues ici le connaissent bien, c'est une sensorialité qui est au cœur de l'anthropologie périnatale et qui, chemin faisant, bien sûr, survit, mais au prix de réductions qui ne sont pas, alors là pour le coup, phénoménologiques, mais d'autres formes de réduction. Et puis, enfin, et il est en vente chez l'excellent libraire qui nous accompagne pendant ces 3 jours, les liens corps-esprit, regard croisé à partir de cas. Vous avez bien entendu, à partir de cas. C'est-à-dire que Chantal Jacquet a travaillé avec Éric Pirer, qui est psychomotricien, Philippe Sialom, qui est psychologue et psychanalyste, Fabrice de Sainte-Maréville, qui est psychiatre, et Pauline Neveu, qui est neurophysiologiste, et vous me le décriviez à l'instant, vous avez chacun écrit votre partition à partir d'un même cas. Voilà. Donc vous voyez, Chantal Jacquet n'est pas seulement une philosophe exotique habitant une planète lointaine, totalement étrangère à la nôtre, elle est aussi vraiment curieuse et au cœur de la réflexion croisée de la clinique du quotidien. Et donc, je lui donne la parole
pour cette conférence sur les remèdes aux affects chez Spinoza. Merci pour cette présentation et surtout pour cette invitation qui me réjouit d'autant plus que j'ai à cœur de parler non pas seulement en philosophe, mais d'essayer de promouvoir une vision plus transdisciplinaire, et parce que c'est seulement par l'échange et la confrontation que l'on peut faire avancer les réflexions, non seulement sur le corps et l'esprit, mais sur la condition humaine tout entière. Donc je suis très heureuse d'être ici. Je voudrais aujourd'hui me limiter à aborder quelques points concernant les remèdes aux affects chez Spinoza, pour présenter une vision philosophique qui peut nourrir la réflexion psychologique, psychanalytique ou même en psychomotricité. Alors pour Spinoza, l'homme est à la fois un être capable de raison, mais aussi un être soumis aux passions. Et s'il est capable de former des idées vraies, d'éprouver des affects ou des émotions actives et joyeuses, eh bien, il est aussi en proie à des préjugés, des désirs aveugles, qui le conduisent à ne plus rien voir ni faire de ce qu'exige son intérêt authentique. Alors cet état, aux yeux de Spinoza, ça constitue un vrai esclavage. Il le dit lui-même dans son livre « Le traité théologico-politique ». Et là, il parle du plaisir et pas forcément de la souffrance, mais il dit « En vérité, celui que son plaisir entraîne ainsi et qui est incapable de voir ce qui lui est utile et de le faire est au point esclave. » Alors, Spinoza définit la servitude, plus précisément encore, comme, je le cite dans la préface de l'éthique 4, l'impuissance humaine à maîtriser et à contrarier les affects. L'impuissance humaine à maîtriser et à contrarier les affects, c'est ce qui définit la servitude. Alors, cet état de servitude et d'impotence se manifeste de la façon la plus tragique lorsque l'homme qui est soumis aux affects se trouve au point qu'il est forcé, bien qu'il voit ce qui est meilleur pour lui, à faire pourtant le pire. Et Spinoza prend appui souvent sur Ovide, cette fameuse formule « je vois le meilleur, je l'approuve et je fais le pire ». Alors, que faire de ces affects qui nous nuisent, qui nous déchirent, qui nous conduisent à vouloir ce que nous ne faisons pas et à faire ce que nous ne voulons pas? Et c'est la question centrale qu'il se pose dans son éthique. Et pour cela, il va commencer dans la partie 3, puisqu'il y a 5 parties, dans la partie 3, il va essayer de déterminer la nature des affects et ce que peut l'homme pour les maîtriser lorsque ces affects sont nuisibles. Il va donc mettre en place des remèdes aux affects et une véritable thérapeutique. Alors, dans l'éthique, ça correspond aux 3 parties qui analysent d'abord l'origine et la nature des affects, dans la partie 3, la partie 4 qui analyse la servitude, ces affects qui nous dominent et qui nous écrasent, et la dernière partie 5, qui envisage la liberté, qui est d'abord une libération à l'égard des affects qui nous nuisent. Alors, Spinoza commence par réfléchir sur ce que c'est qu'un affect. En effet, il ne peut pas y avoir de thérapie sans étiologie, sans compréhension des causes. L'étiologie dans la recherche des causes. Il s'agit donc de comprendre le phénomène affectif afin de pouvoir y remédier. Et je suivrai cette démarche en 2 temps, c'est-à-dire essayer de comprendre ce que c'est qu'un affect, dans le sens de Spinoza, et de voir quel remède il peut proposer aux affects qui nous nuisent. Alors d'abord, la démarche de Spinoza, c'est une démarche de compréhension. Et comprendre, ça veut dire d'abord cesser de juger, pour adopter une attitude cognitive, neutre et objective. Spinoza va rompre avec une attitude moralisante, qui consistait à avoir dans les affects des vices de la nature humaine, et il s'oppose à tous ceux qui, je le cite, déplorent, rient, mésestiment la nature humaine, ou bien la maudissent. La formule que Spinoza emploie à plusieurs reprises pour caractériser sa position philosophique, mais aussi sa position à l'égard des affects, ne pas rire, ne pas déplorer,
ne pas détester, mais comprendre. C'est son maître mot. Ne pas rire, ne pas déplorer, ne pas détester, mais comprendre. Non ridere, non nugere, neque detestari, sed intelligere. Alors, comprendre, ça veut dire déjà rompre, je vous le disais, avec une attitude moralisante, puisque dans la tradition philosophique, on ne parlait pas d'affect, on parlait d'abord de passion au sens premier, et la passion était considérée comme une maladie, maladie de l'âme, dont le corps, par ses excès, était généralement tenu pour responsable. Bon, ça provient du mot grec, de l'étymologie du mot pathos, la passion ça vient du pathos, et ça renvoie à l'idée de souffrance que le sujet subit et dont il pâtit. Il est dans un état pathologique. Alors, Spinoza va rompre avec cette conception morbide des passions, et il va inaugurer une définition nouvelle de leur nature et de leur rapport avec le corps. Alors d'abord, la rupture avec toute la tradition se manifeste au niveau du vocabulaire par la substitution du mot affectus à celui d'émotion ou de passion, affectus affect, pour désigner les mouvements affectifs de l'homme. C'est le premier philosophe à avoir fait un usage massif du concept d'affect à la place de celui de passion, pour penser ce qui touche l'homme, ce qui l'affecte, ce qui le modifie. Et donc, Spinoza va intégrer la réflexion sur les passions dans le cadre plus général d'une théorie des affects, et il va définir ces affects dans la partie 3 de l'éthique et les distinguer en deux catégories: les affects qui seront appelés des actions, et qui, eux, ne sont pas problématiques, et ceux qui seront des passions. Alors, le fait de changer de terme, ce n'est pas simplement quelque chose qui serait arbitraire ou une fantaisie du philosophe, c'est une mutation qui n'est pas anodine, parce qu'elle vise à dédramatiser le caractère tragique et funeste des passions, et ça va viser à montrer que toute la vie affective ne se réduit pas à l'aliénation passionnelle. Elle peut se manifester par une puissance joyeuse de l'homme. Pour Spinoza, l'affect désigne d'abord ce qui modifie la puissance d'agir, et au cœur de l'affect, il y a toujours une puissance d'agir qui est modifiée, transformée. La vie affective va revêtir deux formes principales, une forme active et une forme passive, selon que l'homme est l'acteur, la cause totale de ce qui lui advient, et qu'il le revendique pour son propre compte, ou selon qu'il en est la cause partielle, et dans ce cas, il va pâtir en partie par l'action de causes extérieures qui peuvent contrarier sa puissance d'agir. Alors, Spinoza va définir les affects non pas comme un mouvement où le corps prendrait le dessus et infligerait à l'esprit sa domination, non pas comme un mouvement d'opposition entre le corps et l'esprit, mais comme une réalité psychophysique où le corps et l'esprit agissent de concert. Et quand je dis agissent de concert, ce n'est pas en parallèle, puisque pour Spinoza, il n'y a que l'homme. Le corps et l'esprit sont une seule et même chose, ça désigne l'homme, tantôt quand on le considère d'un point de vue physique, du point de vue de l'étendue, alors à ce moment-là on envisagera l'homme comme corps, et tantôt quand on l'envisage comme pensée, et à ce moment-là on parlera de l'homme en tant qu'esprit. Mais c'est la même réalité qui est appréhendée donc sous un angle psychique ou physique. Il y a donc une corrélation entre les deux, et pas d'opposition. Alors, l'affect, pour Spinoza, ça désigne, je cite ici sa définition, les affections du corps, c'est-à-dire les modifications du corps, les changements du corps, les affections du corps qui augmentent ou diminuent, aident ou contrarient la puissance d'agir du corps, et en même temps les idées de ces affections. Donc, les modifications du corps qui peuvent influer sur la puissance d'agir, qui ont un impact, soit qu'il augmente, soit qu'il la diminue, l'aide ou la contrarie, et en même temps les idées de ces affections. Donc c'est bien une réalité psychophysique,
puisqu'on a une modification corporelle qui est jointe à une idée de cette modification. Alors l'idée n'est pas forcément claire, distincte, parfaitement maîtrisée, ça peut être une idée confuse. Donc l'affect implique toujours une corrélation entre ce qui se passe dans l'esprit et dans le corps. Et de ce point de vue-là, penser les affects, c'est penser l'homme dans son unité, hein, penser que son corps est modifié et son esprit, donc, va former une idée confuse ou claire de cette modification. Alors, l'affect révèle aussi que nous sommes des parties de la nature, hein, des parties du monde, hein, pour le moderniser, je dirais. L'affect exprime les variations de notre puissance d'agir selon les rencontres avec le monde extérieur. On pourrait dire que l'affect, il a une positivité parce qu'il décrit notre histoire, il relate l'histoire de ce qui advient à l'homme au cours de ses rencontres avec le monde extérieur. Nous sommes sans arrêt modifiés. Donc, ce n'est pas exactement le sens que le terme aura en psychanalyse, hein, c'est l'idée que nous sommes sans arrêt transformés, modifiés par des causes extérieures, nous les reprenons à notre compte, nous agissons aussi en retour, hein, et donc l'affect est au cœur, au fond, de l'humanité, puisqu'il permet d'appréhender ce qui advient notre puissance d'agir. Alors, tout le problème, pour Spinoza, vient de la part plus ou moins active que nous prenons à nos affects, hein, selon que nous sommes cause totale ou partielle de nos émotions, selon qu'elles nous expriment pleinement, ou selon qu'elles reflètent l'impact des causes extérieures qui nous modifient. Alors, les causes extérieures ne sont pas forcément nocives, elles peuvent avoir un impact positif, même quand nous pâtissons, hein, nous subissons une cause extérieure, elle peut nous aider à affirmer notre puissance d'agir. Mais le problème vient du fait qu'il y a des causes extérieures qui contrarient notre puissance d'agir, qui la diminuent, et de ce fait, pour Spinoza, le problème, ce n'est pas l'affect tout seul, mais ce qu'il appelle l'affect triste. Alors, par affect triste, il entend l'ensemble des affects qui nous font passer d'une plus grande à une moindre perfection, ou une moindre réalité, c'est-à-dire des affects qui diminuent, qui réduisent notre capacité d'agir. Alors, ce sont ces affects-là qui sont centraux dans la thérapeutique de Spinoza, puisque ceux-ci ne nous permettent pas de développer ce que Spinoza appelle le conatus, c'est-à-dire notre effort pour persévérer dans notre être. Ils freinent notre effort, ils nous réduisent de telle sorte que notre puissance diminue comme une peau de chagrin. Alors, si j'ai fait cette mise au point, c'est pour montrer qu'il n'y a pas à déplorer l'existence d'affects, puisqu'au contraire, ils peuvent nous renforcer, ils nous constituent. Donc, ceux qui sont problématiques, ce sont les affects tristes et surtout les affects de haine. Hein, tous ceux qui vont être une diminution de notre pouvoir d'agir rapportée à une cause extérieure de haine, quelle qu'elle soit. Alors, comment faire face à ces affects qui nous détruisent, comme toutes les formes de haine qui nous poussent à la vengeance, comme la jalousie, comme la détestation de soi? Eh bien, Spinoza, dans l'éthique 5, va mettre en place une série de remèdes aux affects. Alors, comme je ne peux pas rentrer dans les détails, je voudrais simplement vous renvoyer à la proposition 20 de l'éthique 5 et son Scoli, où Spinoza récapitule les 5 remèdes principaux aux affects. Alors, je les énonce et j'en dis quelques mots. Ces 5 remèdes ne sont pas à prendre comme étant séparés, mais ils se complètent et se combinent. Le premier remède, pour Spinoza, aux affects, réside d'abord dans leur connaissance vraie. Le second remède implique que l'on opère une séparation par rapport à la cause extérieure triste qui nous affecte, qui nous détruit. Le troisième remède, c'est la prise en considération du temps et de la temporalité. Le quatrième affect, c'est la diversification
de notre vie affective pour contrebalancer les affects tristes. Et enfin, le cinquième, c'est la modification de l'ordre d'enchaînement de nos affects. Alors, je vais dire quelques mots de chacun. Alors, le premier remède, Spinoza l'énonce de la façon suivante, dans le Scoli de la proposition 20, il dit « On ne peut inventer de meilleurs remèdes aux affects qui dépendent de notre pouvoir que celui qui consiste dans leur vraie connaissance. » On ne peut inventer de meilleurs remèdes aux affects que celui qui consiste dans leur vraie connaissance. Alors, ici, Spinoza insiste sur le fait qu'on ne peut jamais agir sur ces affects tant qu'on ne connaît pas leur cause. Connaître, c'est toujours connaître par les causes, et la cause véritable. Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans l'affect? Qu'est-ce qui me détruit dans l'affect? Sans la perception de la cause, eh bien, nous restons dans un état d'impotence. Alors, Spinoza insiste sur ce point, il explique pourquoi il faut commencer par la connaissance. Il dit il n'y a pas d'autre puissance de l'esprit que celle de penser. Donc il faut d'abord prendre conscience de ce qui nous nuit avant de pouvoir mettre en place une thérapie. Alors évidemment, la connaissance vraie pour Spinoza n'a d'impact que si elle devient à son tour affective. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas du tout d'un intellectualisme, parce que pour lui, la raison est impuissante. Souvent, on voit le meilleur, on voit la cause qui nous attriste, mais ce n'est pas pour autant que ça transforme notre existence. Il faut que cette connaissance vraie produise elle-même un affect, ne serait-ce que la joie d'avoir compris pourquoi on est jaloux, pourquoi on souffre de cette jalousie, comprendre que ce n'est pas forcément parce que l'autre est enclin à nous tromper ou que l'autre nous est infidèle, mais comprendre les racines de cette souffrance, ça nous donne donc déjà une forme de joie qui peut compenser en partie la tristesse. Mais la connaissance pour Spinoza n'est pas suffisante. C'est pourquoi il va montrer que si on a compris la cause des affects, eh bien, il va falloir opérer un travail de séparation par rapport à la cause extérieure qui nous affecte. Alors, la cause extérieure qui nous affecte, c'est peut-être simplement une cause prétexte, une cause occasionnelle, c'est peut-être pas la cause réelle de notre souffrance. Mais pour Spinoza, le travail principal qu'il faut opérer, c'est un travail de dissociation d'avec la cause extérieure qui nous affecte, pour pouvoir associer nos affects à d'autres choses. Il faut opérer un travail de déliaison. J'en donne une illustration. Si nous éprouvons de la jalousie, eh bien, Spinoza montre que cet affect à son acmé, eh bien, provient d'une souffrance qui est liée à une représentation du fait que nous imaginons l'être aimé en train de joindre ses pudenda, ses parties honteuses, ses parties sexuelles, à un autre partenaire. Donc nous faisons un travail, il y a une sorte d'association d'idées dans la jalousie, où nous imaginons l'autre avoir des relations sexuelles avec quelqu'un d'autre. Il faut donc, dans ce cas de figure, s'éloigner de la cause extérieure, c'est-à-dire de l'être haï qui nous dérobe l'être aimé, ne pas penser à lui, l'éviter, mais aussi opérer un travail de déliaison, c'est-à-dire saisir dans la jalousie la dimension purement d'énergie, c'est-à-dire d'amour ou de haine, en séparant cela de la cause extérieure, c'est-à-dire à savoir l'être aimé ou le partenaire ou la partenaire qu'on lui prête. Et donc, éviter les causes extérieures, et d'autre part, opérer une nouvelle liaison, essayer de comprendre quelles sont les racines profondes de cette jalousie, en notamment analysant, au fond, l'histoire du sujet. Alors Spinoza ne va pas dire, puisque ce n'est pas un psychanalyste, et ça n'existait pas à l'époque, il ne va pas dire qu'il faut aller chercher les racines dans l'enfance, mais il dit qu'il faut aller chercher les racines aussi dans les habitudes que nous avons, dans la manière dont nous avons lié nos idées, dans les souffrances antérieures, pour comprendre ce qui nous affecte. Alors voilà pour le second remède, donc un travail de dissociation avec les causes extérieures, les éviter au possible pour éviter de réalimenter l'affect. Je cite Éthique 5, « Si nous éloignons une émotion de l'âme, autrement dit un affect de la pensée d'une cause extérieure, et la joignons à d'autres pensées, alors l'amour ou la haine à l'égard de la cause extérieure
ainsi que les flottements de l'âme qui naissent de ces affects, seront détruits. Éthique 5, proposition 2. Troisième remède, puisqu'il ne suffit pas de faire un effort de séparation avec la cause extérieure pour la mettre à distance, pour éviter d'être à nouveau alimenté dans sa jalousie, il faut prendre appui sur la temporalité. Spinoza montre que quand nous réfléchissons sur nos affects, nous comprenons qu'ils nous sont nuisibles, cette compréhension, elle, est durable. Si nous avons une connaissance vraie de nos affects, ça peut persister, et cette compréhension va nous permettre, peu à peu, de contrebalancer la représentation imaginative. Bon, je prends toujours dans le cas de la jalousie. Si nous pensons que quelqu'un nous persécute ou a des intentions, a l'intention de nous séparer de notre partenaire, ou si nous imaginons que notre l'être aimé nous trompe et, comme Othello, nous le poursuivons dans tous ses retranchements, eh bien, cet affect, certes, perdure, mais il peut être contredit par des signes autres, de fidélité, d'assurance, et peu à peu, grâce à cette temporalité, ça ne fera pas disparaître la jalousie, mais la représentation vraie de nos rapports aux autres permet de tempérer ce que peut avoir d'excessif la jalousie. Alors, je dis deux mots des deux derniers remèdes. Pour pouvoir atténuer la puissance d'un affect lié à une cause extérieure, Spinoza nous montre qu'il faut faire en sorte de diversifier les causes affectives, c'est-à-dire mettre en place ce qu'on pourrait appeler des contrepoids ou des contrefeux à des affects nocifs. Bon, par exemple, si j'éprouve de la jalousie, je vais me focaliser d'abord, non pas sur l'être aimé, mais sur le rival ou la rivale. Donc, la haine va être focalisée sur une cause. Si je commence à pouvoir diffracter la cause, c'est-à-dire penser que le rival n'est pas forcément le seul responsable, ou ça peut être aussi l'être aimé, ça peut être aussi soi-même, si on procède à une diversification des causes, on va affaiblir la cause unique que l'on représente comme la source de la souffrance. Donc un travail de diversification des causes, de multiplication des racines pour, au fond, diviser le mal en parcelles et pouvoir finalement davantage lutter contre lui. Et enfin, Spinoza insiste sur le fait qu'il faut modifier l'ordre d'enchaînement de nos idées. L'ordre d'enchaînement de nos idées, c'est-à-dire produire de nouvelles associations, parce que nous souffrons souvent par la mise en place de comportements ou d'associations réflexes. Bon, Spinoza prend un exemple très clair dans l'Éthique 5, proposition 10. Quand quelqu'un nous offense, nous avons l'habitude de répliquer par la vengeance. Nous associons l'offense à la haine. Et Spinoza dit, répondre à la haine par la haine, c'est partir dans une surenchère. Donc il met en place un principe de vie qui consiste à dire qu'il vaut mieux tâcher de vaincre la haine par l'amour. Plus facile à dire qu'à faire. Et donc, tant qu'on n'arrive pas à procéder ainsi, Spinoza nous dit, il faut procéder à la mise en place d'un ordre d'association qui consiste à s'entraîner à faire des exercices physiques et mentaux anticipant les offenses qu'on pourrait nous faire, de telle sorte qu'en se faisant une sorte de théâtre mental, on se représente les offenses que les autres peuvent nous faire et on imagine, avant même d'être offensé, les moyens par lesquels on peut les repousser, de telle sorte qu'à la logique offense-vengeance, on puisse substituer la logique offense moyen de désamorcer le conflit. Et Spinoza propose des exercices qui consistent donc à penser à une offense que les hommes se font couramment. Par exemple, on se dit, ben, si je veux, par exemple, être reconnu par mes semblables et qu'un tel me fait une remarque désagréable, j'imagine toutes les remarques que les autres peuvent me faire et j'imagine les moyens de les désamorcer. De sorte que lorsqu'on se retrouve en situation, on aura un double mouvement affectif. Le premier mouvement qui est offense
désir de vengeance, et le second mouvement, offense et désir de désamorcer. Et plus l'exercice est fort, plus la manière de désamorcer sera puissante, de telle sorte que l'on va pouvoir contrôler ses affects. Et c'est en ce sens-là que Spinoza insiste sur le fait que nous pouvons parvenir à remédier à nos affects en substituant une autre chaîne causale, un autre mécanisme causal à celui de nos habitudes classiques. Alors je terminerai sur ce point en faisant une remarque. Spinoza montre qu'au fond, pourquoi nous souffrons? Pourquoi nous souffrons? Il dit que les chagrins de l'âme et ses infortunes tirent principalement leur origine, je le cite, de trop d'amour pour une chose soumise à beaucoup de variations et dont nous ne pouvons jamais être maîtres. Donc la souffrance et la haine viennent de l'amour, d'un excès d'amour pour des choses que nous ne possédons pas, pour des choses qui ne dépendent pas de nous. C'est parce que nous aimons que nous haïssons, et c'est parce que nous désirons posséder ce qui nous échappe que nous souffrons. Et donc si le mal est dans l'amour, le remède l'est aussi. Pour Spinoza, il ne peut pas y avoir de thérapeutique, pourrait-on dire, sans éthique, c'est-à-dire sans réorientation d'un ethos, d'une disposition, vers des amours qui nous emplissent de joie constante, des amours qui dépendent de nous, et c'est pourquoi, à l'égard des choses de fortune, comme l'amour sensuel, les richesses, le pouvoir, eh bien, il faut prendre des distances, réorienter nos amours pour éviter les souffrances. Ça ne veut pas dire congédier ces types d'amour, mais comprendre que s'ils sont excessifs, nous ne pourrons jamais en être le maître, et donc nos affects nous inclineront forcément à la haine. Il n'y a donc pas de thérapie sans éthique, et voilà la leçon que nous donne Spinoza. Je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment, Chantal Jacquet. D'abord pour la clarté et la force de votre propos. Vous sentez bien la convergence entre philosopher et enseigner. Elle a été formidablement bien illustrée. Je voudrais aussi vous remercier d'abord et surtout pour le contenu de votre exposé, où on a bien senti l'importance de l'affect, selon Spinoza, au cœur de l'homme et la façon dont il pouvait se conjuguer pour, avec beaucoup de modernité, être un pivot qui permet en effet d'envisager réformer l'homme et réformer sa vie. J'aimerais très rapidement rappeler un certain nombre de postulats qui ont gouverné votre propos et qui, je crois, habitent ces 3 jours de congrès dédiés à corps. Parce que vous le savez sans doute, puisque vous avez travaillé avec des psychomotriciens et des psychiatres, mais on est un certain nombre d'entre nous ici à penser qu'il y a eu, en particulier en psychanalyse, ces dernières décennies, un oubli du corps, et même certains vont jusqu'à parler d'une phobie du corps. Ce qui est assez incroyable d'ailleurs, parce qu'il y avait parallèlement une psychiatrie phénoménologique qui, elle, avec Binswanger et tant d'autres, a bénéficié de l'héritage de Husserl et de l'héritage de cette réduction, une méthode par laquelle je mets momentanément entre parenthèses toute théorie déjà donnée pour parvenir à une description des choses en elles-mêmes telles qu'elles se donnent en chair. Et c'est vrai que ce que vous avez dit de Spinoza, qui cesse de juger, qui rompt avec une attitude moraliste, eh bien, étant, me semble-t-il, je le formule sous forme interrogative pour que vous réagissiez éventuellement, me semble vraiment tout à fait en convergence avec ce que sera plus tard cette réduction husserlienne. Bon. La première fois que moi j'ai entendu parler de Spinoza par des cliniciens, c'était autour d'un livre que peut-être un certain nombre d'entre vous, qui a été coécrit par Jean-Pierre Changeux et Paul Ricoeur. Je sais que lors d'un cerisier, vous avez fait grand cas de ce livre. Donc ce livre s'intitulait « Ce qui nous fait penser la nature et la règle », et ça a été publié chez Odile Jacob en 2000. Bon. C'est très passionnant parce qu'on voit le Jean-Pierre Changeux de l'homme neuronal qui est très conquérant,
et qui trouve avec Ricoeur, le phénoménologiste, un terrain d'entente autour de Spinoza et de ce monisme non réductionniste que vous avez rappelé, mais sur lequel j'aimerais vraiment insister, c'est-à-dire cette unité qui vient contrecarrer le projet cartésien. Vraiment, Spinoza est une ère transitionnelle, une interface remarquable entre Changeux et Ricoeur. Et au fil des pages, c'est cette conception qui leur permet de déployer à l'un et à l'autre leur singularité. C'est-à-dire que, comme toujours chez Spinoza, l'unité n'est jamais synonyme d'intégrationnisme réducteur, mais au contraire de dialectique heureuse autour des différences. Et je voudrais aussi dire un mot sur le deuxième livre qui, pour moi et pour beaucoup d'entre vous, a fait lien entre Spinoza et ce qu'il en est des neurosciences aujourd'hui. C'est bien sûr le livre d'Antonio Damasio qui s'intitule « Spinoza avait raison ». Et Damasio reprend à son compte la question de la princesse de Bohême à Descartes, comment l'âme de l'homme peut déterminer les esprits du corps pour faire les actions volontaires, bon, étant entendu que l'âme n'est qu'une substance pensante. Et c'est vrai que c'est là que je vous ai entendu à une conférence chez Serge Toleru. J'ai beaucoup apprécié votre apport parce que vous avez pris Damasio la main dans le sac d'une erreur d'exégèse. C'est-à-dire que Damasio se gargarise de parallélisme entre l'âme et le corps. Et vous dites bien que chez Spinoza, et c'est le postulat des 5 remèdes, il ne s'agit en aucun cas de parallélisme, mais bien d'unité, et qu'il s'agit là non pas d'interaction, mais qu'il s'agit de corrélation, et qu'il s'agit d'une simultanée. Alors, pour ceux qui peut-être veulent véritablement comprendre ce à quoi il est fait allusion là, il faut peut-être dire un mot de ce qu'il en était de la position cartésienne dans les méditations métaphysiques, c'est-à-dire pour Descartes, l'homme est composé de 2 substances. Il y a l'âme, l'esprit qui est une substance pensante, et puis il y a le corps qui est une substance étendue. Bon. Et là, il y a des interactions mystérieuses, et il répond à la princesse que peut-être la glande pinéale serait une zone de contact. Mais finalement, il définit l'âme tellement incompatible, puisque uniquement pensante, qu'on ne voit pas très bien comment est-ce que l'esprit et le corps pourraient justement former un système homogène. Et Spinoza, lui, à contrario, donc vous l'avez dit, mais je le redis parce qu'il me semble que pour ce congrès, c'est le point nodal, Spinoza va considérer que l'esprit et le corps sont certes distincts, mais ce sont 2 attributs appartenant à une même substance, donc il n'y a plus 2 substances comme avec Descartes, il y en a une seule, et cette substance, c'est le fameux Deus sive natura, c'est-à-dire c'est Dieu ou la nature, et vous auriez tant à nous dire sur l'importance de ou la nature, enfin ce simple décalage où Spinoza dit, il l'a payé cher dans sa communauté, Dieu ou la nature, ce qui est une façon de dire pas uniquement Dieu, enfin Dieu est déjà désacralisé dans la façon dont il est replacé dans ce contexte. Donc avec Spinoza, il n'est plus question de l'interaction, entendez bien, il n'est plus question de l'interaction entre le corps et la psyché, car il y a un jaillissement parallèle, nous dit Damasio, et vous dites non, pas du tout. Damasio, il a tort de parler de parallèle, c'est une seule et même chose qui est exprimée de 2 manières. Et c'est là que je crois qu'on a à recevoir votre propos en ayant en tête cet héritage, c'est que le corps et l'esprit ne sont pas des entités différentes, mais bien une même chose envisagée différemment. Et je le formule là aussi de manière interrogative pour que vous puissiez peut-être le prolonger. Ce que moi je conserve de tout ça, c'est que l'esprit, c'est dit dans le texte de Spinoza même, c'est l'idée du corps. C'est la conception que se fait l'homme de son corps et par extension de son extérieur. Et là, imaginez que l'esprit est uni au corps comme une idée à son objet, eh bien je crois, enfin je vous propose que nous réfléchissions ensemble sur le fait que ça, ça s'appelle la réflexivité.
hein. C'est-à-dire que c'est une pensée méta, c'est une pensée sur le corps, mais c'est une pensée, en tout cas, qui n'est jamais dissociée. Bon. Et là, on est dans une approche mixte, où, par exemple, si on décide de s'intéresser au stress et à l'angoisse, eh bien, on va dire, pour faire court, que le stress, c'est ce qui concerne le corps, et la théorie de l'angoisse et la réalité psychique, eh bien, c'est ce qui pourrait concerner l'esprit, mais qu'en aucun cas, toute la littérature, toute l'épistémologie riche sur le stress ne va devoir venir en compétition avec celle sur la réalité psychique de l'angoisse. Il s'agit de discours qui gagnent à être envisagés dans leur indépendance et qui méritent d'être envisagés comme étant, je lâche le mot, complémentariste, puisque mon hypothèse est que Spinoza est un précurseur de ce complémentarisme. Donc, vous l'avez dit, je le redis, les affects expriment l'unité de la puissance d'agir car ils impliquent un rapport aussi bien au corps qu'à l'esprit. Et si nous, psychologues, psychiatres, psychomotriciens, philosophes, nous voulons nous intéresser à ça, nous avons besoin de nous intéresser aux deux, sans réductionnisme. Les affections aident ou contrarient l'action du corps et simultanément les idées de ces affections. Et c'est là qu'on a véritablement, encore une fois, la réflexivité comme interface entre ces actions du corps et cette pensée sur les actions du corps. On est là dans la vraie connaissance, on est là dans le postulat des 5 remèdes aux affects, et on est là dans quelque chose qui a une modernité incroyable pour ceux d'entre nous qui nous intéressons à l'associativité en psychanalyse et à ce que Ansermet et Magistretti évoquaient lors de la première matinée, c'est-à-dire la commémoration, la réédition, la réminiscence de traces qui offre à l'occasion de cette nouvelle visite une possibilité de réforme, de réaménagement. Et c'est vrai dans ce que vous disiez là, dans les nouvelles associations que préconise Spinoza, il y a une résonance avec ce qui fait le fil rouge de beaucoup de nos psychothérapie psychanalytique. Voilà.